Hello tout le monde, bienvenue au podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut David, merci de participer au podcast Real Insiders. Salut Joël, merci de l'invitation. Alors David, c'est un podcast un petit peu spécial parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé finalement dans l'écosystème immobilier de lorsqu'on souhaite lancer une entreprise, une start-up, etc. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ici ce podcast. Et du coup, je me suis permis d'inviter David, qui est le fondateur, qui est le directeur de Genilem. Est-ce que tu pourrais te présenter toi ainsi que Genilem justement? Oui, avec plaisir. Genilem, d'abord, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 31 ans, donc je ne suis pas effectivement le fondateur, mais le directeur depuis un peu plus de 8 ans. Génial. J'ai un parcours moi-même économique. J'ai fait des études à HEC Lausanne. Oui. J'ai monté ma boîte et puis j'ai rejoint une agence de communication. Mm-hmm. Puis j'ai été coach chez Genilem avant de reprendre la direction pour mon parcours professionnel. Génial. Et pour ceux qui connaissent pas encore Genilem, donc c'est 30 ans d'existence, plus de 300 startups accompagnées, 3000 emplois créés. C'est quoi exactement votre modèle, ce que vous proposez et ce que vous apportez concrètement à ces entreprises? Parce que vous êtes des coachs d'entreprise finalement. Absolument. Notre objectif, nous, c'est d'aider à régénérer le tissu économique régional en apportant de l'aide aux futures PME. C'est important de dire futures PME parce que c'est bien si ça devient des scale-up, des licornes, mais avant tout, on cherche à avoir des PME viables. Oui. Et pour ce faire, on a 3 produits, si on veut, ou 3 services principaux. Oui. Le premier, c'est quelques formations offertes sous forme de webinaires. 2, c'est des entretiens de diagnostic. Oui. Et on reçoit à peu près 600 personnes par année sur les cantons de Vaud et de Genève en premier diagnostic de projet. Donc, Génial. on répond à la question, quelles sont mes prochaines étapes si je veux avancer dans la démarche entrepreneuriale. Oui. Et sur ces 600, on accompagne et on sélectionne 15 à 20 nouvelles entreprises pour un coaching de 3 ans qui est le cœur de notre métier où on va accompagner des gens avec du coaching, pas de financement, du coaching sur les 3 premières années de leur existence. Génial. Et je me permets de vous inviter Genilem. Je veux aussi inviter Innovo, le PFL, etc. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de PropTech, que ce soit Christopher Aldidi Property, Romain Kirchhoff avec Usufly, Malperet, Dino, etc. J'en ai aussi parlé avec Cyril, qui sont passés par Genilem et qui m'ont toujours très très bien parlé de structure. Et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui, on va un peu décortiquer le monde de l'entrepreneuriat, un peu dévié quand même sur l'immobilier pour que les gens se donnent une idée de, OK, si je veux lancer une entreprise, quelles sont les erreurs, à quoi faut-il faire attention, etc., etc. Donc, tu me disais que vous recevez près de 600 demandes par an pour en retenir une dizaine seulement. Mais quel est l'indicateur le plus important pour vous? Est-ce que c'est le produit, l'équipe, le marché ou quelque chose de plus intangible ou c'est un tout? Alors, pour passer du diagnostic à l'accompagnement et à la sélection, parce qu'on reçoit tout le monde en diagnostic, mais il y a un certain nombre de personnes, un long processus de sélection pour atteindre les 15 à 20 nouvelles. Et c'est là où on va commencer à agir effectivement sur des critères. Alors, on va chercher de l'innovation, mais pas forcément technologique. OK. Ça peut être innovation technologique, mais il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'innovation technologique. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner des innovations qui sont pas forcément tech, qui peuvent être une innovation de communication, de positionnement, etc. Donc ça c'est une des choses. Et puis un deuxième critère important, c'est d'avoir déjà fait une vente. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas, nous, pour les 3 ans en tout cas, de l'idée au projet, mais bien du projet à l'entreprise. On va plus agir en accélération. Maintenant, pour sélectionner, ça c'est les premiers critères, pour sélectionner les bons critères qui répondent, les bonnes entreprises qui répondent à ces critères, nous, on va avoir une vision très large de l'entreprise. Est-ce que l'équipe est bonne? Est-ce que le moment est bon? Est-ce que les compétences sont là? Est-ce que le marché est là? En fait, est-ce que ça a une chance de fonctionner? Et autrement, on renvoie les gens
pour approfondir leur étude de marché, etc. C'est le but de ce processus de sélection aussi, c'est d'atteindre et de pouvoir sélectionner des entreprises qui sont sur le point d'accélérer. Ok, génial. Et dans ton poste d'observateur privilégié, comment tu vois l'immobilier suisse en ce moment, Est-ce que c'est un secteur qui innove vraiment, ou il est encore un peu en retard par rapport à d'autres industries? Vous avez plusieurs entreprises qui sont passées chez vous. Alors, c'est pour moi, c'est un secteur. Nous, on traite pas les secteurs différemment les uns des autres. Ça, c'est important. On n'a pas de verticale. Ça, pour nous, l'important, c'est de la diversité du tissu économique en général. D'accord. Donc ça, c'est important de le noter. Oui. Maintenant, le monde, donc je ne suis pas spécialiste et on n'est pas spécialiste du monde de l'immobilier. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, d'innovations de marché par rapport à ce marché-là. Mais dès qu'on est dans le hardware, c'est vraiment des difficultés supplémentaires. C'est un monde, et on en parlera peut-être après, mais c'est un monde particulier avec des décideurs particuliers, avec une foule d'acteurs. Oui. Et c'est pas simple d'innover. Donc il y a des barrières à l'entrée. Il y a des barrières à l'entrée qui n'existent pas forcément dans d'autres domaines. Donc ça en fait un secteur assez particulier. Ok. Et assez complexe. On parlait en rêve justement qu'on a le client qui est le locataire, mais on a aussi le client qui est propriétaire. Et en fait, on a plusieurs décideurs, ce qui est pas toujours le plus évident, mais on va y revenir. Est-ce que tu suis actuellement des startups immobilières ou PropTech qui t'intéressent particulièrement en Suisse ou ailleurs? Alors, tu en as cité quelques-unes. On a accompagné Inno, on a accompagné eProperty, qui est devenu d'ailleurs parrain Genilem. On a accompagné Technis, qui est une très belle entreprise aussi. Que je vais inviter, Victor Corré. Je vais bientôt inviter. Absolument. Alors, on se connaît pas forcément, mais il est dans ma wishlist. Absolument, non, c'est quelqu'un de très bien et très impressionnant. Actuellement, on a une entreprise qui n'est pas forcément dans la tech, mais dans l'immobilier, ça s'appelle Arcalinium. D'accord. Et ils font des modules en bois pour construire des bâtiments qui sont manuportables. D'accord. Et qui se mettent ensemble comme des pièces de Lego pour permettre de faciliter la construction en bois. C'est plus facile, c'est manuportable, donc on peut être deux pour construire. Ça va plus vite. C'est une logistique. Et on remarque à quoi ils sont confrontés, c'est aux habitudes de construction avec du béton plus traditionnel. Et en fait, c'est vraiment pas simple de faire bouger ce monde immobilier là pur et dur de la construction. Clairement. Et on voit que même si la solution est bonne, aucun souci avec la solution. Il y a des énormes barrières. Il y a des énormes barrières qui sont des barrières à l'innovation comme partout. Mais là, elles me semblent renforcées dans ce milieu-là. Mais ça, typiquement, c'est une entreprise qui me tient à cœur parce qu'ils résolvent un vrai problème avec une vraie solution, pas technologique, mais technique. Oui. Et on voit que là, on peut leur apporter de l'aide, ou en tout cas, ils ont besoin d'aide, parce que pour rentrer dans ce marché, c'est pas facile. Alors, il y a un podcast de Realstone, qui est un fonds immobilier avec Julian Raymond, qui est juste à côté, où on parlait justement aussi des imprimantes 3D, comme il se passe aux États-Unis. Est-ce que c'était exportable ici? Et justement, il a donné tous les freins qui faisaient que ça va être compliqué. Donc, j'invite les gens à peut-être aller écouter ce podcast. Je crois que c'était vers le milieu. Effectivement, il y a beaucoup de dimensions légales, techniques, de faire bouger un monde qui est un peu immobile. Par définition, l'immobilier, c'est immobile, même si ça bouge bien en ce moment. Mais courage à eux, et puis on va de toute façon les suivre assez de près. Après avoir eu des centaines de dossiers, quelles sont les 2 ou 3 erreurs qui reviennent systématiquement chez les entrepreneurs en phase de démarrage? Les erreurs qui font couler des projets ou qui auraient pu marcher. Alors ça, c'est globalement. Et puis si tu as sans citer de nom des exemples dans l'immobilier ou dans l'écosystème environnant cet immobilier. Alors pas forcément de nom, mais nous on voit que une des erreurs, c'est de tomber amoureux de son idée. Ouais. C'est-à-dire d'être sûr qu'on a une solution parce qu'on connaît le problème, qu'on a une bonne solution puis qu'elle va être adoptée. Oui. Et puis de ne pas écouter son marché. C'est l'erreur. Tout le monde le dira, mais c'est important de le rappeler. C'est une erreur classique de tomber amoureux de son idée, de ne pas savoir se remettre en question. Okay. Pour moi, les bons entrepreneurs, les bonnes entrepreneuses sont vraiment les personnes qui arrivent à avoir une conviction, à confronter au marché et à pivoter. Product market fit, quoi. Product market fit. Ça paraît évident comme ça, théoriquement, mais quand on voit qu'on a des premiers clients pour qui on apporte un vrai service, on se dit, du coup, on a un immense marché. Oui. Et puis peut-être qu'on est tombé sur ces clients par hasard.
Ou le copain qui veut te rincer. Ou le copain etc. Mais même le client externe, tout à coup de se dire, en fait, il y a pas forcément de marché, puis d'avoir cette humilité de dire, en fait, il faut qu'on retravaille, et puis qu'on reteste, et toujours être en proximité avec son marché. Ok. Donc, toi, tu dirais toujours faire des études de marché, des sondages, et essayer de valider avant de dire, que ce soit papa, maman, cousin et tes copains, potes, ou une conférence start-up où on dit ton idée elle est géniale, faire une vraie étude de marché, de terrain. Oui, étude de marché, plus loin, être en contact avec les clients. C'est pas une étude de marché Google, c'est d'aller parler à des gens qui ont ce problème, proposer la solution, voir comment ils y répondent, comment ils acceptent ou pas cette solution, et c'est vraiment d'être sur le terrain. C'est d'être en contact constant avec ses prospects et ses clients. Ça va au-delà de l'étude de marché théorique, c'est vraiment d'être sur le marché, d'écouter, de sentir les signaux faibles, et puis de toujours être à même de dire, voilà pourquoi on fait ça, parce que il y a un tel qui disent, et là on va creuser. Et là après on peut faire une étude de marché aussi, mais c'est d'être en contact avec ses clients tout le temps. D'accord. Et dans l'immobilier, je pense qu'il y a des entreprises aussi qui n'ont pas fonctionné. C'est beaucoup lié à ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a une bonne idée, et parce qu'il y a des énormes barrières à l'entrée quand même. Oui, c'est les deux, mais aussi comme dans toutes les entreprises, il y a le problème de personnes, on s'est mal associé, ou il y a des soucis. Puis après, c'est product market fit. Bien sûr. C'est qu'on a pensé que, et notre solution est bonne, mais elle n'est pas adaptée ou adoptée, et on doit comprendre pourquoi, et on n'a pas su comprendre et pivoter à temps. On rajoute à ça un milieu de l'immobilier, on en a parlé tout à l'heure, qui est pas simple. Et ça c'est les raisons. L'association, product market fit, et puis un domaine où on doit se battre contre certaines habitudes qui sont centenaires. Bien sûr. Et puis c'est pas forcément facile. C'est vrai que, alors ça, on l'a pas discuté, mais j'ai aujourd'hui, ça sera le 40e podcast. Je suis aussi pas mal de monde, je regarde ce qui se passe, et il y a aussi beaucoup, je trouve, de startups qui se trompent de marché de temps en temps, où ils se disent, on va aller approcher les régies pour leur proposer un SaaS, un logiciel. Mais dans beaucoup de grandes régies, c'est les fonds immobiliers qui cascadent vers le bas. Donc il faut aller toucher les fonds immobiliers. Si on veut servir, d'ailleurs Tayo l'a très bien compris par exemple, il faut aller servir ou d'autres qui sont passés par chez vous. C'est-à-dire que en fait leur vrai décisionnaire, c'est pas c'est pas la gérance, bien que ça soit très important. Mais si je donne un exemple, un fonds immobilier dit c'est cette solution qu'on met, la régie elle l'applique. Oui. Et c'est toute la difficulté. Mais ça c'est pas propre à l'immobilier. C'est peut-être encore plus complexe dans le domaine de l'immobilier, mais c'est de comprendre qui est le client, qui est le décideur, qui est le payeur. C'est pas toujours les mêmes personnes. Mais en plus, il y a des cas où celui qui paye n'est pas celui qui décide, n'est pas celui qui utilise. Et ça, il faut comprendre. Donc, il faut être en relation avec les gens, poser des questions, être capable de se remettre en question soi-même. Et c'est toute la beauté de l'entrepreneuriat, mais c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut, de nouveau, il faut être en contact avec les gens, puis saisir et comprendre. Il faut sentir, hyper intéressant. Et on a tendance à glorifier la levée de fonds comme un signe de succès. Alors, je m'y connais pas, je suis pas un expert dans ça, mais vous dites que vous-même que les jeunes entreprises ont souvent peur de trop négocier et risquent de se faire défavoriser. La question est simple, c'est qu'on lève, c'est qu'on lève pas, et comment savoir si on est prêt à lever? Il faut que la levée de fonds soit utile pour l'entreprise. Ça paraît évident. Être la palissade. Mais c'est important de le redire aussi. Et puis, à quel moment on peut lever? En fait, quand il y a des gens qui sont prêts à prendre le risque d'investir. Au final, c'est pas vous qui décidez. C'est le marché. C'est les investisseurs. C'est eux qui vont dire, maintenant, je suis d'accord de venir. C'est pas parce qu'on cherche que les gens vont être d'accord. Tout à fait. Et en fait, c'est à ce moment. Maintenant, effectivement, il faut pas hésiter à négocier. Il faut pas se dire, on cherche de l'argent, donc on va accepter n'importe qui, parce qu'il y a des bons investisseurs, parce qu'ils sont stratégiques, et d'autres qui sont moins utiles. Absolument. Mais in fine, ça se résume à, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien d'accord de prendre un risque avec vous? Et puis, des fois, il y a une dissonance de moment où une entreprise a besoin d'argent et les investisseurs sont pas prêts. Et quand elle en a plus besoin, c'est là que les investisseurs viennent. On a il y a aussi ce cas-là. Absolument.
Avec Dorian de Backbone, justement, on parlait des types d'investisseurs. Lui préfère les financiers comme ça, il a tapis rouge pour faire ce qu'il veut. T'as des technologiques, c'est beaucoup plus pertinent sur certains cas. Mais c'est aussi quand est-ce qu'on lève pas? Parce que moi, j'ai l'impression des fois aussi, et je l'ai vu concrètement, je dirais pas la personne à qui je pense, mais qui veut lever des fonds parce que c'est une hype. J'ai l'impression que c'est à la mode et du coup, ça se donne une image de entre guillemets de de succès, oui. Ouais, ce qui est une fausse bonne idée parce qu'au final c'est de l'argent donc oui. Non, et puis de nouveau, les investisseurs ne sont pas dupes. Eux, ils savent si ça vaut la peine d'investir, si c'est des bons investisseurs. Bien Après, sûr. ça peut être du friends, family and fools, avec des gens qui croient en vous et puis qui sont d'accord de mettre un peu d'argent parce qu'ils ont un peu d'argent de côté, etc. Oui. Puis ça, c'est pas... Ou du crowdfunding qui est Ouais, mais même convaincre des gens de crowdfunding, c'est pas si évident. Ouais. Non, chercher de l'argent ou lever de l'argent. Enfin, nous, le premier conseil qu'on donne, c'est ne levez pas d'argent parce que ça prend du temps, parce que ça dilue, parce que ça vous empêche d'aller chercher des clients. La priorité, c'est d'aller chercher des clients, c'est pas d'aller chercher de l'argent. Bien sûr. Maintenant, il y a des domaines où la solution technologique à développer est telle que vous devez aller chercher de l'argent pour faire une étape de plus. Bien sûr. Mais pour moi, il faut pas que ça vienne trop tôt. Et non, la hype de dire j'ai été élevé 1 million. Alors c'est bien parce que ça veut dire que apparemment on surfe sur une vague et puis que ça doit résoudre un problème. Mais maintenant les investisseurs, de nouveau, de plus en plus, ils viennent après les premiers clients. Ouais. Ils viennent après la preuve de traction. Bien sûr. On est loin des années 2000 où on allait chercher de l'argent sur la base d'un business plan. C'est fini. Ok, ça c'est fini. Oui. Je pense que c'est bien que les gens l'entendent de la part d'une personne qui a énormément d'expérience comme toi. Et si on parle PropTech et IMO, alors on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que vous avez déjà accompagné des startups dans l'immobilier ou de la PropTech? Et si oui, qu'est-ce qui distingue cet écosystème des autres? Est-ce que c'est un secteur facile ou difficile selon toi? Alors, on l'a déjà un petit peu résumé. Oui, c'est ça, parce qu'on a eu du e-property, du Technis, du Inno, tu l'as cité, il y a Ineo à Genève aussi. Robin des Fermes, pas Robin des Fermes, Légumes Perchés, c'était vous? Pas du tout. Ok. Non. Nous, ce qu'on voit, et on en a un peu parlé, mais pour résumer, on sent une certaine lenteur du domaine, suivant comment, et la difficulté de saisir qui sont les bons acteurs à convaincre. Et de nouveau, ça se résout en étant proche de ses clients et en allant discuter. C'est un monde de réseau. La solution. Mais et puis de compréhension fine entre les maîtres d'ouvrage, les régies, les propriétaires, les locataires, les fonds d'investissement. Bien sûr. Les propriétaires privés, ceux qui ont quatre appartements, les PPE en Suisse encore, ça rajoute une couche. Parce que un e-property, il faut convaincre la régie, mais il faut convaincre les propriétaires. Enfin, bien sûr. C'est pas le domaine le plus simple. Non. Il y a de l'argent potentiellement, parce qu'on dit que dans le bâtiment il y a beaucoup d'argent. Oui. Mais c'est un domaine pas facile à faire évoluer. Il faut trouver les bons leviers sur lesquels et les bons. D'ailleurs, alors là, si des gens souhaitent lancer une start-up ou autre, c'est vrai que j'ai une connaissance très très fine du marché. Donc, si à un moment ça t'intéresse aussi d'en discuter, mais en off, pour accompagner des gens ou donner un point de vue, je l'ai fait pour le PFL, pour la remontée d'énergie, etc. Je pense que j'ai aussi à travers ce podcast pas mal de know-how, mais sans forcément citer de nom. Est-ce que tu as un exemple de boîte qui t'a bluffé vraiment, ou à l'inverse un projet qui avait tout pour réussir sur papier mais qui a quand même planté? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces deux cas? Alors pas forcément immobilier, Là c'est. Moi dans une société qui m'a bluffé là dans l'immobilier, c'est Technis. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Ils ont commencé avec leur projet, c'était des tapis, des terrains de tennis connectés. Donc on est loin de la PropTech. Ouais. Ils ont assez vite vu que le marché n'était pas capable de payer, c'est-à-dire que les clubs de tennis n'avaient pas les moyens d'installer leur solution. Ok. Est arrivé le Covid, ils ont rebondi avec des tapis connectés qui permettent de compter les personnes qui sont dans un magasin. Et maintenant, ils sont dans l'intelligence du bâtiment au sens très large, avec des caméras, avec des tapis de comptage ultra précis. Et ils sont plusieurs dizaines de personnes. Sauf erreur, ils doivent être 60 ou 70 personnes employées. Et ils ont su pivoter et toujours trouver la bonne niche parce qu'ils écoutent les retours, parce qu'ils savent s'entourer. Donc ça, je trouve que c'est impressionnant. Donc très agile, quoi. D'ailleurs, très agile. Dorian de Backbone, pareil, il faisait des photos événementielles et à cause du Covid, ça force certaines personnes à pivoter et pour certains, c'était pour le bien. Pour le Covid a fait du bien, on va dire. Et puis, à l'inverse des cas, alors j'ai pas de cas
à citer, mais si on fait un mélange de plusieurs cas, c'est de nouveau des gens qui sous-estiment complètement les processus de décision. Par exemple, la longueur des processus de décision dans certains domaines. D'accord. Qui ont une solution intéressante et ils pensent que les gens vont décider et payer en 1 mois. Oui. En fait, ça prend 6 mois, puis ils n'ont pas 6 mois de trésorerie. Oui. Et du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas su analyser le marché correctement. Avoir les reins et puis sentir exactement. Il faut et dans l'immobilier, c'est long. Hein. Et ça peut être très très long. Oui. Donc il faut être capable de faire ça et de toujours être au courant de ce genre de choses. Et ça apprend souvent sur le terrain. Oui. Et puis ça s'apprend quand on n'arrive pas à payer les salaires pendant 1 mois, puis qu'on trouve une solution, puis d'un coup on met en place des choses. Puis c'est aussi ça, ce qui fait la différence. Souvent c'est la personne à la tête qui saura réagir. Oui. Qui sait pivoter. Être au bon endroit au bon moment pour le relancer. Il faut à travers un after work, un événement. Absolument. Et puis il faut de la chance aussi. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et beaucoup d'énergie, parce que les gens, je crois, que sous-estiment le fait que quand on dit qu'on bosse les week-ends, etc., c'est une réalité. Pour la plupart d'entre eux. Hein. Oui, c'est une réalité. C'est pas que ça qui fait le succès, parce que on peut mettre son énergie au mauvais endroit. Oui. Mais oui, ça demande de l'énergie. Oui, ça c'est sûr. Et quand on lance une boîte, on peut traquer des dizaines de chiffres. Mais toi, quels sont les 3 ou 4 indicateurs vraiment non négociables dans les premiers mois, ceux qui te disent si un projet est en train de prendre ou est en train de mourir lentement? Alors déjà, une chose à suivre tout le temps, c'est sa trésorerie. C'est tout bête, mais ça c'est important. Hein. C'est l'argent qu'on a à la fin du mois. Parce que quand on n'a plus, on peut plus payer rien. Donc ça c'est important. Nous, ce qu'on va regarder, c'est l'attraction commerciale. Est-ce que la personne, elle fait des visites commerciales? Combien elle en fait? Le pourcentage, le taux de conversion, le pourcentage de signature. En fait, c'est vraiment l'état du pipe commercial. Pourquoi? Parce que sans pipe commercial, il y a forcément pas de clients. Ça c'est certain. Et puis, ça veut dire que la personne, elle est confrontée à ses futurs clients. Donc ça, c'est important. Et puis, on va aussi valider et vérifier, ou en tout cas avoir un œil sur le CAC, comme on dit, le CAC, le coût d'acquisition d'un consommateur. Et puis le LTV, le lifetime value. Donc c'est vraiment ces 2 choses. Est-ce que la personne est consciente de combien lui coûte un nouveau client et combien il va lui rapporter? Parce qu'il y a des sur la de la durée, le lifetime value, c'est vraiment un client sur 10 ans. Même s'il achète la première fois un 99 francs, comme les téléphones, j'étais chez Salt, etc. À télécommunications. Donc on voit très bien ce que c'est une lifetime value. C'est pour ça que vous avez des offres qui sont extraordinaire au début. Parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de fidèle. En Suisse, on est fidèle sur ça. Alors, au début, évidemment, on doit l'évaluer. Parce que quand on offre un SaaS et puis qu'on a 1 mois d'existence, pour l'instant, on a un taux de retenue de 100%, mais c'est 1 mois de lifetime value, donc on doit. Bien sûr. Évidemment, le projeter. Et pour nous, c'est important d'être capable de mesurer ça. D'accord. Dès le début. Donc, de très rapidement comprendre que ça a un coût, un nouveau consommateur, et puis l'avantage qu'on a d'avoir une lifetime value effectivement longue. Et moi je me souviens de Christophe Aldi justement avec qui Property, où en fait il découvre sa lifetime value au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début il imagine que les gens vont rester peut-être 12 mois, en fait il se rend compte qu'il reste 5 ans, 10 ans, puis qu'il y en a qui ont jamais quitté. Ça permet de réévaluer son modèle. Mais il suit ça depuis le début. Alors, clair. Ça, c'est hyper intéressant d'ailleurs. Dans l'immobilier, je pense que du moment qu'on rentre, je l'imagine toujours un peu comme le ketchup. C'est-à-dire, des fois, c'est dur à sortir au début. Puis dès qu'on appuie dessus, il y a tout qui sort, entre guillemets. Mais c'est vraiment pour faire une métaphore, mais ça, je trouve que c'est assez vrai. Donc, les 4 indicateurs, c'est la trésorerie, le taux de conversion, le CAC et le LTV, le lifetime value. Nombre de visites commerciales. Hein. Avant le tôt de conversion, c'est vraiment le nombre de visites et le taux de conversion. C'est parce que la personne, elle doit sortir. Elle doit aller chercher. Et si c'est online, elle doit amener des gens. Il faut qu'elle aille tâter le marché, quoi. Oui, absolument. Ok. On entend souvent le mot scalable, mais c'est quoi concrètement pour toi? Comment l'entrepreneur peut identifier dès le départ si son modèle peut vraiment passer à l'échelle? Et à l'inverse, quels sont les signaux qui montrent qu'on a construit quelque chose qui restera petit? Oui, alors déjà, nous, on n'est pas forcément sur scalable. Hein, chez Genilem, nous, vu qu'on aide les entreprises à devenir des PME viables, responsables, c'est important de noter que si la personne, à la fin, elle a 5 employés, c'est magnifique. C'est un vrai succès entrepreneurial. Tout à fait. Même une personne qui monte son projet, qui reste seule, qui se verse un salaire, c'est tous les secteurs. Là, on parle pas que de technologie. Hein. Faut pas que les gens non plus tout. Mais c'est vrai que ça intéresse beaucoup les gens de la PropTech. Bien sûr. Mais c'est de la
de la création de valeur, et ça, c'est important. Donc nous, on cherche pas la scalability. Il y a des domaines où on est obligé d'avoir une certaine taille pour être rentable. Évidemment, surtout quand on vend, vous parliez tu parlais de téléphone mobile. Oui. Évidemment, pour l'infrastructure, si on a 2 clients, ça suffira pas. Donc il faut des milliers, des dizaines de milliers de clients, et il y a des domaines qui sont comme ça. B2C. Donc, c'est difficile de savoir à l'avance quand est-ce qu'on est prêt à scaler, mais c'est toujours cette vérification de dire si mon coût d'acquisition est plus bas que le lifetime value, et puis de façon importante, ça permet d'investir sur plus de clients, et puis ça va nous permettra de scaler. Ouais. Et puis après, ça dépend d'outils. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de scaler une application que je parlais d'Arcalinium avec du solide, avec des murs en bois préconstruits. Et ben là, vous en vendez un, il faut en acheter un, il faut construire un. Bien sûr. Donc on n'aura pas le même effet de levier. Oui, et puis il y a une énorme dimension logistique et de géographie face à une ubérisation, Exactement. Ouais. Donc évidemment que quand on est dans le concret, dans le dur, dans le produit, dans le hardware, c'est pas aussi simple à scaler. Oui. Que quand on est dans le service pur. Ouais. Parce que forcément, chaque produit, faut le produire, faut le stocker, faut le vendre, faut le réparer, des fois il est exporté, des fois il y a plus, comme on voit les voitures aujourd'hui avec les semi-conducteurs ou etc. Donc c'est pas toujours évident. Mais ça se suit toujours avec ces indicateurs aussi financiers. Ok. De dire quelle est l'attraction, est-ce que un nouveau client me rapportera plus que ce qui me coûte. Ce sont les risques, etc. Exactement. Ok. Et tu déclarais récemment que l'entrepreneuriat suscite plus de vocation que le Conseil fédéral. Je l'ai vu, je sais plus dans quel magazine. Absolument. Alors c'était à l'époque où on cherchait un nouveau ou une nouvelle conseillère fédérale. Oui. Ok, ouais. Et est-ce que la Suisse reste un terrain favorable pour lancer une start-up? Quels sont les freins spécifiques à notre écosystème et nos vraies forces par rapport aux forces? Pour tous les gens que j'ai interviewés, en tout cas dans l'immobilier start-up, on me disait que il y a une énorme barrière pour rentrer en Suisse, que ce soit une barrière de la langue. Donc, généralement, c'est toutes les entreprises. C'est pour ça qu'on arrive en dernier. Généralement, quand les boîtes se lancent aux États-Unis, en Europe, on arrive finalement en Suisse parce que c'est un minuscule marché avec 3 langues. C'est chiant, pour caricaturer tout ça. Et pareil pour s'exporter. Mais par contre, quand ça s'exporte, généralement, vous savez faire. Absolument. Du Relex, la techno, etc. C'est vraiment, c'est très juste. C'est un marché très complexe. Et si on réussit en Suisse, ça sera plus facile d'exporter. Oui. Parce qu'on a déjà été confronté à des cultures différentes. Plus dures, ouais. C'est sûr. Je pense qu'il y a une base aussi qui facilite et des avantages de la Suisse sur l'éducation, sur les infrastructures. Ça marche. Le pouvoir d'achat aussi, ou ça n'a rien à voir? Le pouvoir d'achat, ça, c'est aussi important. Les gens sont capables de payer pour quelque chose de qualité. Oui. Et puis, il y a des infrastructures où ça fonctionne, et une administration qui fonctionne aussi, il faut le dire. Oui, bien sûr. On a, malgré tout, il y a des freins administratifs qui pourraient être levés, mais on a un pays qui fonctionne bien. Oui. C'est ça, quand on est entrepreneur, c'est pratique. Maintenant, il y a des freins, c'est notre culture du risque. On a un pays d'assureurs plus que de start-upers. Bien sûr. Des fois, on manque de rôle modèle. Oui. On a une taille. On atteint parfois pas la taille critique d'un écosystème de start-up. Lausanne, c'est trop petit. Genève, c'est trop petit. Berne, c'est trop petit. Si on met ensemble, ça créerait un écosystème où, en fait, ça s'auto-alimente. Un entrepreneur qui réussit, il redonne de l'argent, il reste. Ça s'initie, ça s'amorce. Mais ça manque. Et puis, on a un problème de levée de fonds. Vallée de la Mort, plus de à peu près 1 million, de 1 à 5 ou à 10. Souvent, on n'a pas les fonds. Avant, ça va. Ok. Après, c'est des fonds internationaux, mais des fois, c'est fonds de l'entre-deux, quoi. Justement. Exactement. Là, ça peut manquer, ça peut freiner la création de grosses entreprises. Mais la Suisse, elle reste quand même un terrain favorable, ou pas, pour lancer une start-up? Oui, parce que mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que le marché est complexe. Mais ça reste qu'on peut faire. Et puis, de nouveau, quand Genilem est né il y a 31 ans, les gens, ils n'étaient pas confrontés à une concurrence mondiale, puisque Internet n'existait pas. Bien sûr. Maintenant, c'est une concurrence mondiale, donc il faut aller plus vite, et puis plus fort. On a aussi ces possibilités-là. Puis une législation européenne aussi qui est horrible. Maintenant ils disent on peut lancer une entreprise en 48 heures et la diffusion. Mais
Après, la Suisse, c'est encore différent, mais bon. Oui, mais de nouveau, par rapport aux Chinois, mais c'est la différence entre monter une structure juridique, ça c'est facile. Oui. Mais après, c'est de trouver les premiers clients. Bien sûr. Et puis on a un marché quand même relativement prudent et conservateur. On n'est pas, la Suisse ne fait pas partie des early adopters. Donc, par contre, sur certains classements, je vois que, mais je me rappelle plus lequel c'est, que la Suisse est numéro 1 en termes d'innovation. Oui, c'est le nombre de brevets déposés par habitant. C'est incroyable quand même. Oui, on fait avec des pincettes parce que on fait dire à ces chiffres un peu ce qu'on veut. Bien sûr que ça veut dire qu'on est un pays innovant, mais quand on sait que la chimie bâloise ou Nestlé dépose des milliers de brevets, oui, c'est pas des startups. Non, une startup elle pose pas forcément de brevets. Bien sûr. Donc c'est de l'innovation en termes de brevets aussi pour les grandes entreprises. Oui. Mais pour moi c'est pas un bon indicateur de la capacité d'innover en termes de création d'entreprise. Notamment parce que ces entreprises, en plus, elles déposent tous les brevets de l'international en Suisse, certaines. Donc, oui. Ça fait un peu, oui, ça fausse un peu. C'est un indicateur intéressant. C'est un peu boosté, on va dire. Mais, ça veut pas dire qu'on a le taux de création d'entreprise start-up. Ce qui serait plus intéressant, c'est de mesurer le nombre de start-up issues des grandes écoles. Oui. HEC, Saint-Gall, Lausanne, ou n'importe où, ou des HES, oui. De l'EPFL. Puis dire, est-ce que on a là un taux qui est plus important que les autres pays? Oui. Et on a la réponse. Sous réserve, moi j'ai lu dernièrement que le taux, notamment à l'EPFL, était plus important que dans pas mal d'unis américaines. Incroyable. Mais à prendre avec des pincettes, à vérifier. Mais je trouve que ça, c'est des indicateurs qui sont intéressants parce que c'est aussi l'appétence à la création d'entreprises de celles et ceux qui font l'économie de demain. Oui. Et puis les aides, ça on va revenir après. Mais si un entrepreneur dans l'immobilier veut se lancer et t'écoute aujourd'hui, quel est le conseil que tu lui donnes avant même de démarrer? C'est en quoi votre solution fait les choses différemment des existantes. Donc c'est de très très bien connaître sa concurrence. Oui. C'est hyper important d'être parfaitement au fait de ce que font les autres, parce qu'il n'y a pas pire qu'un entrepreneur qui va vers un client potentiel, puis le client il dit « Ah mais ça, j'ai déjà une solution qui fait exactement ça. Donc qu'est-ce que vous me proposez? C'est quoi votre différence ?» Donc il faut connaître, et puis, de nouveau, d'être sur le terrain avec des prospects. Avant même de monter une SARL, il y a des gens qui viennent nous voir qui ont déjà monté une SARL sans avoir prouvé prouver quoi que ce soit. C'est pas dans cet ordre. Non. C'est d'abord proof of concept. C'est proof of concept. C'est un MVP, donc minimum viable product, c'est d'avoir des prototypes. Maintenant, on peut faire des prototypes très rapidement avec dans plein de domaines, avec d'autres, mais avec des imprimantes 3D, avec de l'électronique. Il y a plus d'excuses de pas avoir des premiers utilisateurs très rapidement. Ok. Et c'est comme ça qu'on va se confronter au marché. Donc il faut être sur le marché, il faut être dehors. Voilà. Ok. Et celle-là, on va la passer, mais vous proposez désormais aussi, pour rebondir, des outils à pré-prompter aux entrepreneurs sur votre plateforme. Est-ce que l'IA a fondamentalement changé le profil des startups qui vont arriver? Est-ce qu'elle crée de nouvelles erreurs que vous n'aviez pas vues avant, par exemple? Parce qu'on sait que les IA, pour certaines, hallucinent et essayent de vous caresser dans le sens du poil. Si tu dis j'ai une idée, ChatGPT va dire c'est génial, fonce. Énorme erreur. Moi, je suis sur une idée de start-up où j'en discuterai pas ici parce que c'est encore trop tôt. Je suis dans le prototypage, etc. Mais surtout pas écouter les IA. Alors, mais c'est intéressant. Faut bien prompter en fait. C'est intéressant. C'est vrai que nous, on a développé des pré-prompts pour des outils ou pour confronter son idée à l'avis d'un investisseur, d'un banquier, d'un responsable de développement durable, etc. Ça, c'est juste génial, pour avoir une idée. Oui. C'est un pré-prompt de ChatGPT. Et ça, on peut aller sur ton site et on peut... genilem.ch, dans la boîte à outils A, c'est gratuit. Magnifique. Vous mettez l'idée, tu rentres ton idée et puis tu dis je veux l'avis de mon meilleur ami, de ma famille, de tout ça. Puis en fait, ça permet juste d'avoir des angles de vue. Ça ne résout pas. Tu as raison, il y a le biais d'acceptation des IA et il faut se méfier. On a de plus en plus de gens qui viennent proposer des solutions grâce à l'IA, avec des agents, des choses comme ça. Et puis la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui reste aux entrepreneurs? Qu'est-ce qui fait un entrepreneur encore? La différence entre est-ce que l'IA entreprendra toute seule ou pas? On parle souvent de la mort du SaaS.
Moi, mon avis, c'est un avis, hein, parce que des fois j'ai des avis un peu arrêtés, mais je pense que le monde de demain sera le monde des idées et que l'exécution en partie sera de toute façon fait par la. Quand ChatGPT est sorti, je répète souvent ça parce qu'en hier j'en parlais à LinkedIn avec quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi. Antidote, le marché de la traduction s'est écroulé du jour au lendemain, mais parce que c'était évident pour les gens que si ChatGPT on lui met dis-moi en espagnol, il le résume. Donc je trouve qu'il y a quand même voilà, le monde de l'exécution, finalement, d'ici 5-10 ans, là, c'est pas encore assez mûr, va disparaître. En plus, 1 égale 2, tout ce qui est objectif et logique. Oui, c'est clair. Donc, c'est le monde des idées, mais c'est le monde, de nouveau, de la confrontation de ces idées au marché. Ouais. Donc, en fait, l'IA, actuellement, c'est un outil pour aller plus vite, pour faire plus de choses tout seul, oui. Et pour diminuer les frais de lancement. Oui. C'est-à-dire qu'avec une IA, on peut faire maintenant des choses, on a des entrepreneurs qui arrivent à faire des choses seuls, où avant ça nécessitait une équipe de 2, 3, 4 personnes. Mais même pour les questions juridiques, hein. Ouais, moi, c'est mon cas, mais ouais. Il faut intégrer des gens. Oui. Parce que les solutions proposées par l'IA ne sont pas assez solides, parce que il y a plein de biais, et puis après il faut construire. Mais pour le début, pour tester son idée, c'est un outil qui est absolument extraordinaire. Génial. Et un des angles morts qu'on observe souvent chez les fondateurs, c'est le passage de je fais tout moi-même, et ça c'est mon gros problème d'ailleurs, hein, à je manage une équipe. C'est vrai ou pas? C'est une vraie difficulté. Ok. C'est une vraie difficulté pour tout le monde, d'où la force. D'ailleurs, des gens qui se lancent déjà en équipe. Ok. J'ai l'exemple, on avait accompagné Dr Gabs. Oui, bien sûr. La marque de bière. Donc là, ça prouve qu'on n'est pas dans l'innovation technologique. Hein, de la bière, on en fait depuis des milliers d'années. Oui. Mais on était sur une innovation de communication quand ils se sont lancés. Et depuis le début, ils sont 3 cofondateurs avec des profils complètement différents. Et complémentaires. Et ils sont restés. Ouais. Les 3 avec ces profils complémentaires. Et ça, c'est une force. Oui. Parce que passer de seul à en équipe, oui, c'est un vrai passage compliqué. Parce qu'en plus, ça change le métier. Les entrepreneurs ne se rendent pas compte que quand ils commencent à avoir une équipe, en fait, ils vont passer plus de temps à gérer l'équipe et à gérer des humains qu'à résoudre les problèmes des clients. Oui. Et puis ça, il y a des gens qui sont pas prêts à faire ça. Donc, ça reste humain pour l'instant encore. Puis un conseil pour switcher, justement, pour ce déclic, parce que je fais partie de ces personnes. Oui, commencer à plusieurs. Ok. C'est déjà bien. Et puis, nous, on voit que il faut pas attendre des gens dont on s'entoure quand on a déjà bien avancé les mêmes choses qu'on attend de soi-même. Oui. Et ça, c'est un immense problème. Il y a beaucoup de gens qui engagent leurs premiers employés et qui attendent qu'ils se comportent comme des entrepreneurs. Ouais, et autant investi, bosser le samedi, bosser le dimanche. Tout ça pour être payé pas grand chose. Ouais. Mais il y a vraiment cette impression de dire, mais tu travailles dans une start-up, c'est génial. C'est pas la même chose. Un employé, il a pas les mêmes attentes. On peut pas attendre la même chose. Donc là, il faut être très prudent avec ses propres attentes. Ok. Et on parle beaucoup de PropTech d'IA, de plateformes, etc. Mais il y a une tendance que moi j'observe, ou je sais pas si tu l'observes aussi chez Genilem, c'est ce qu'on appelle les unsexy business. Exemple, on parlait, Chris a démarré en digitalisant les buanderies, ou automatiser de la gestion de cave, je sais pas, là je dis au bol, hein, optimiser les interphones d'immeubles. Est-ce que selon toi, c'est justement là que se trouvent les vraies opportunités, dans les angles morts que personne ne veut regarder, parce que, a priori, c'est pas sexy, quoi? Alors là, ça permet de faire la différence. Est-ce que une boîte pour fonctionner doit être sexy? Non. Peut-être pour attirer un certain type de personnes. Oui, mais non. Pour moi, tous les business qui résolvent un problème qui n'est pas résolu de façon acceptable maintenant, c'est des bonnes opportunités. Et qui génèrent de la rentabilité. Absolument. Nous, on ne fait pas du tout de différence. Tu as cité eProperty. On a optimisé les interphones. On a aussi un projet à Genève qui digitalise ces interphones, qui en fait des QR codes, simplement. Ouais. Eh ben c'est pas sexy, mais il y a des vraies opportunités. Nous on accompagne une entreprise qui fait des toilettes. Ça s'appelle Eco-Toilettes. Des toilettes pour lieux publics en bois, hyper jolies, hyper qualitatives, pour remplacer des toy-toys, des trucs comme ça. C'est pas sexy, mais c'est un vrai besoin, sans jeu de mots, et ça fonctionne bien. Donc pour nous, tous les business sont bons tant qu'ils résolvent un vrai problème et que les gens sont d'accord de payer pour résoudre ce problème.
C'est vraiment ça. Et nous, vu que notre but, c'est de créer des PME locales, oui, tout est intéressant. Tout est bienvenu. Oui. Donc oui, entre guillemets, les zones sexy business. Je voulais rebondir à ça, c'est pas du tout dans les questions, mais en tout cas, dans l'écosystème immobilier et tout ce qui l'entoure, je trouve, et beaucoup de gens d'ailleurs, c'est des retours, hein, c'est pas que moi, là j'accumule de l'expérience, qu'il y a beaucoup trop de greenwashing aussi. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs, certes environnementaux, etc., etc., etc. Mais déjà, des fois, il y a des lenteurs administratives qui font que ça devient un enfer. Donc on demande des choses, mais déjà entre certaines administrations, ça suit pas. Est-ce que tu trouves, toi, que il y a des startups qui se lancent avec une dimension écologique, mais qui sont pas, qui se rendent pas compte que des fois il y a beaucoup de greenwashing et qu'on en fait trop et que c'est pas rentable et puis que finalement ça suit pas, parce que ce qui compte d'une entreprise, c'est qu'elle soit rentable. Oui, alors ça c'est tout le problème entre ce que veut un certain nombre de personnes, entre le marché et puis la réalité. Nous, une entreprise, elle doit de nouveau résoudre un problème et les gens doivent être capables de payer pour ce problème. Oui. De moins en moins, là, il y a un peu un backlash sur le green. Je pense que c'est des problèmes qui continuent à exister, donc il faut résoudre. Mm-hmm. Par contre, ça a un coût. Et on remarque, nous, on a beaucoup d'entreprises qui font les choses très bien, donc c'est un peu plus cher. Et malheureusement, les clients ne sont pas d'accord de payer pour cette plus-value. Oui. Et ça c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Ouais. Et on le regrette parce que on sait que c'est juste, on sait qu'ils font juste, les clients savent que c'est juste. Mais dès qu'il s'agit de payer un peu plus parce que c'est produit localement, parce que ça fait du sens écologiquement, ils disent ouais mais au final c'est pas moi qui décide, c'est le fonds Intel, puis lui il veut de la rentabilité. C'est les actionnaires, oui. Et voilà. Et oui, moi à titre très personnel je regrette ça. Okay. Mais il faut que les entrepreneurs se rendent compte que c'est une difficulté supplémentaire. C'est une réalité. Et puis qu'il s'agit c'est une réalité, puis qu'il s'agit de bien communiquer, et puis de trouver des clients qui sont capables, parce qu'il y a de plus en plus de clients qui sont d'accord de mettre cette plus-value. Et qui sont sensibles, tout à fait. Et qui sont sensibles. Il y a des fonds qui sont ultra sensibles à ça. Oui. Je veux dire maintenant de plus en plus. Alors après, ils ont des obligations envers l'État, etc., 2030, 2050, etc. Mais je dirais que 80% sont sensibles, mais ça prend du temps. Ouais. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Après tout ce que tu as vu, est-ce que tu penses qu'il existe un profil type de l'entrepreneur qui réussit, des traits de caractère, des comportements, une façon de réagir à l'échec, ou au contraire, c'est un mythe et ça peut venir de n'importe où? Alors, je pense que il y a beaucoup de gens qui peuvent devenir entrepreneurs. Okay. Clairement. Il y a des dénominateurs communs? Et pour moi, il y a de la curiosité. Oui. Il y a un mix très particulier entre être sûr de soi et l'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout puis que c'est le marché qui décide. Oui. On est vraiment sur deux. Les gens qui ont un ego surdimensionné, ça va pas marcher parce qu'ils vont pas écouter le marché. Puis ceux qui sont trop humbles, ils vont se faire renverser par tous les clients qui vont demander quelque chose puis ils vont à chaque fois s'adapter puis ça va pas aller. Oui. Donc il faut un mix entre les deux. Mais curiosité, humilité et puis force de caractère, je les mets ensemble. Et orienté résultat. Okay. Je pense que les bons entrepreneurs savent qu'ils doivent avoir des résultats. Ça ne veut pas dire de vouloir devenir riche. C'est d'être orienté action. Et puis ça, c'était dans un podcast que j'avais entendu aussi, Arthur Germain, fondateur de OneDoc, belle entreprise. Lui, il disait aussi, il faut get the shit done. Donc en fait, il faut des gens qui font. Oui. Voilà. Les gens doivent faire. Ouais. Et il faut des doueurs. C'est ça. Un entrepreneur doit faire parce qu'au départ, il fait tout. Il doit avoir la capacité de produire ses idées. Oui. Ouais. Et puis de pas avoir peur de faire. Cerveau gauche et cerveau droite, pour le coup. Oui, mais c'est un peu tout. Et puis après, si on n'a pas tout, on s'associe à quelqu'un qui peut être complémentaire. Puis c'est ça qui intéresse. Et ça, vous aidez les entrepreneurs comme ça, vous aidez, par exemple, t'as des gens qui sont ultra nuls en finance. Est-ce que vous pouvez vous les connecter à des gens, vous les accompagnez? Comment ça se passe? Nous, on va pas faire à la place. Nous, c'est du coaching, donc on ne fera jamais à la place d'eux. D'accord. Nous, on interroge, on permet de lever la tête du guidon. Oui. On permet d'avoir une vision complète, vraiment de prendre un peu ce recul. Par contre, on peut, si on a des connaissances, on peut mettre en relation, on peut conseiller des événements, des choses comme ça. Mais trouver un associé ou une associée, c'est jamais évident. Ouais. Vraiment pas. C'est sûrement le plus compliqué. Mais en même temps, des fois, c'est ce qui peut faire la différence, effectivement.
Puis il faut être conscient de ses propres limites. Ok. C'est ça. Et avant-dernière question, comment tu vois l'avenir de l'entrepreneuriat, je dirais, si possible, de l'immobilier et de l'IA d'ici 5 à 10 ans? Est-ce que tu penses qu'on prend un énorme virage comme l'arrivée d'Internet? On parlait des cryptos, etc. Pour moi, c'est pas du tout un virage technologique. C'est parce que c'est quelque chose qui, voilà, c'est un secteur, on va dire, à travers la blockchain. Mais est-ce que pour toi, là, on est en train de prendre un énorme virage? Je suis pas devin. Je pense qu'on est sur un changement passablement de choses. Internet a mis du temps à changer les choses. Hein. Oui. C'était pas en 2000, 5 ans après, un peu le grand public que tout a changé. Je pense que de nouveau, ça permettra d'arriver plus vite à faire les choses. Oui. Ça permettra ça. Ça permettra, j'espère aussi, de diminuer la charge de certains jobs qui sont pénibles et répétitifs. Tout à fait. Maintenant, je reste persuadé que c'est les gens qui vont avoir des idées et qui vont savoir comment répondre aux besoins. Et que ce soit dans l'immobilier et tout, ou dans les autres domaines. Nous, on a vu une augmentation de la demande de diagnostic qui, pour nous, est un bon indicateur de l'envie d'entreprendre. Et je pense que cette envie d'entreprendre continuera à exister. Encore plus grâce à l'IA. Peut-être encore plus, mais en tout cas, l'IA permettra à des gens qui ne pouvaient pas entreprendre d'entreprendre. Donc, pour moi, c'est plutôt, voyons-le comme quelque chose de positif. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut pas non plus que les gens fassent n'importe quoi avec l'IA. Bien sûr. Puis que ça soit une utilisation mesurée. Oui. Mais dans 5 à 10 ans, je pense que le monde aura changé, c'est sûr. Mais on continuera à avoir des entrepreneuses, des entrepreneurs qui veulent changer les choses, puis faire les choses à leur sauce, et puis répondre mieux aux problèmes actuels. Okay. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis derrière l'IA, il y a le quantique qui arrive. Alors bon, le quantique, ça fait longtemps qu'on le tease, mais pour suivre ça à fond, là, si on prend le virage de l'IA, alors le quantique, on passe quand même dans une autre dimension, je dirais, c'est civilisation, parce que ah non, mais il y a changement complet, quoi. Il y a encore plein de choses. Maintenant, on reste des humains derrière à prendre des décisions aussi émotionnelles. Puis il faut jamais oublier ça. Les gens qui vont acheter votre solution, quelle que soit votre solution, eh ben, c'est des humains qui réfléchissent, qui ressentent des choses. Oui. Puis ça reste fondamental. Et ça, tu penses qu'il faut aujourd'hui, parce que j'ai vu que vous aviez une conférence qui m'intéressait avec Robin Desfermes et Melazik, créer une communauté. Alors ça, justement, en tant que marketing, je le pratique souvent. Même le personal branding aujourd'hui dans l'immobilier, parce qu'à l'époque, on avait des Constantin ou Bernard Nico qui étaient des personnalités qui faisaient pareil, mais dans la presse. Donc aujourd'hui, on prend les codes des réseaux sociaux, mais c'est strictement pareil, qu'on le veuille ou pas. Est-ce qu'une marque doit aujourd'hui être absolument une love brand, doit créer, constituer une communauté? Je te donne un exemple tout simple. Moi, j'ai des amis qui vont lancer de la food, mais des trucs tout simples. C'est une personne qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, qui fait des super gâteaux, entre guillemets. Et je lui ai dit, lance pas les gâteaux, commence à filmer, raconte toute l'histoire jusqu'au jour où tu vas lancer le gâteau, parce que tu dois fédérer des gens qui vont te supporter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut fonctionner? C'est qu'il faut raconter l'histoire avec le produit. Pour des produits grand public, très certainement qu'on va dans cette direction. Oui. Je viens de finir d'écouter le podcast Sans détour. C'est pas un concurrent. Hein, non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'écoute le podcast Sans détour, et c'est pour ça que je vous invite aussi, parce que j'adore. Alors même si on s'est jamais parlé, juste une fois pour j'ai parlé à Cyril parce que je vous ai créé un produit où vu que je voulais choper des entrepreneurs pour des surfaces commerciales, j'avais dit, Manon, combien ça coûte de mettre une pub dans la newsletter Genilem? Oui. Donc si jamais c'est moi ça. Et je suis le seul. Du coup, tu vois, quand je vais voir mes clients, je vais dire, écoute, sur ça, je suis seul qui a le produit parce que c'est moi qui l'ai créé. Pareil pour le 20 minutes avec Arthur à l'époque. Enfin bref. Effectivement. Je pars dans d'autres trucs, mais. Et dans ce podcast, là, le dernier, c'est avec Crisp. Oui. Donc, les poulets croustillants. Hyper croustillants. Ils ont une super communauté. Et ben voilà, eux, ils ont créé une communauté. Ils ont eu leur succès dans la food par la construction d'une image, love brand et autres. Dans le domaine des buanderies connectées, non, c'est pas nécessaire. Il faut résoudre le problème à un bon prix et avoir une solution qui fonctionne pour tout le monde. Donc, ça dépend des secteurs. Ça dépend. Mais dès qu'on veut toucher le grand public, ça devient des passages souvent obligés. Ok. Oui. Ouais. Génial. On arrive au bout de cet échange. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée?
J'ai l'impression que les questions étaient complètes et je te remercie de les avoir posées. Ça nous a permis de faire un bon récap du monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'immobilier et autres. Donc non, je ne pense à rien d'autre. Merci. Super. En tout cas, merci beaucoup. Honnêtement, moi, c'est des trucs où je pourrais poser 100 questions, mais après, mes auditeurs, ils en ont marre parce qu'ils me disent c'est toujours trop long. Donc désolé, mais peut-être qu'on en refera une dans 5-6 ans. On fera aussi un point de situation avec l'IA, etc. Donc merci beaucoup d'avoir accepté ce podcast. Et je te dis du coup à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi, Joël. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toute ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et qui parie sur les personnes passionnées par l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.